Alors, bonjour à tous. On va aborder un sujet. Il y a quelques slides. On laisse. Voilà, qui disent que blockchain. Alors ça, s'il y a un buzzword, il y en a bien. Ah, blockchain, tout le monde en parle. 1000 citations par jour, donc on va augmenter cette statistique, mais on en parle assez peu à propos de la publicité, moins de 5% pour la publicité. Et la gestion des droits, or, et on va le voir aujourd'hui autour de cette table, c'est un outil, c'est une technologie qui pourrait augmenter, j'allais dire, l'efficience, la traçabilité, la confiance dans un monde et on en a un peu parlé juste avant, de la publicité digitale qui manque singulièrement de transparence et pas mal de confiance. Jean-Luc Chétrit, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que cette technologie, comment est-ce que les professionnels que vous représentez, comment est-ce que les professionnels de cette technologie abordent la blockchain? Alors, moi je crois que le sujet, c'est pas un hasard s'il y a autant de citations, et je suis même surpris qu'il y en ait aussi peu dans le domaine de la publicité, parce on que va en remettre un peu je plus, pense hein. que c'est réellement devant nous une révolution presque attendue, tant, je crois que vous l'avez dit, et Geoffrey le disait tout à l'heure, nous sommes dans un univers dans lequel le niveau d'opacité est absolument maximal. Donc, quand on sait que la blockchain, justement, c'est un outil pour rompre l'opacité, ça peut s'adapter parfaitement à cet univers. Et apporter de la confiance. Apporter de la confiance, absolument. Opacité à la fois dans le nombre d'intermédiaires qui peuvent arriver dans une chaîne. Donc, on sait que la blockchain aussi est un outil pour faciliter la désintermédiation. Et cette intermédiation, elle capte une valeur considérable. Aujourd'hui, dans la chaîne de valeur de la publicité, les éditeurs ne reçoivent 40%. En moyenne, c'est l'étude de la WFA, en effet, que 40% de ce que l'annonceur paye. Et j'étais à New York il y a quelques jours, et il y a d'autres études qui commencent à sortir qui évoquent plutôt le chiffre de 10% plutôt que celui de 40%. Donc on est vraiment... Ça veut dire que 90% des sommes que les annonceurs que vous représentez ont investies s'évaporent? S'évapore en partie par de la fraude. La fraude, ça va devenir d'ici 2025, là aussi une étude de la WFA estime à peu près à 50 milliards le montant de fraude dans l'univers de la publicité digitale. Et ça va devenir la deuxième source, si on ne fait rien, si la blockchain ne vient pas, je pense, un des éléments extrêmement importants pour éviter ça, la deuxième source de revenus pour le trafic, pour la fraude. Et donc, à l'équivalent presque des narcotrafiquants. Donc on est dans un domaine... Non mais... Les narcotrafiquants de la publicité on est quand même dans un domaine après le Che Guevara, les narcotrafiquants. Qui s'est développe encore on en est très France sud-américain. à une vitesse absolument considérable, et dans lequel il y a un certain nombre de facteurs qui ne peuvent pas conduire à avoir de la confiance. Donc la blockchain, c'est un outil pour assurer potentiellement de la traçabilité, de la transparence, du contrôle, et demain peut-être aussi faciliter un paiement. On pourra y revenir, j'imagine, avec des solutions de contrats automatisés dans lesquels l'impression réellement vue sera payée, et celle qui ne l'est pas ne le sera pas, mais de manière automatisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Benjamin Grange, pardon. Président de Dentsu, vous êtes porte-parole de l'association Crypto Asset France. Donc, j'imagine que vous poussez effectivement à l'adoption. Ça va remplacer quelle technologie actuelle? Le RTB? Alors, je vais mettre dans la roue de Jean-Luc, parce que j'ai deux rôles, à la fois celui de Dentsu et GIS, et de cette association qui s'appelle Crypto Asset France, qui fédère évidemment tous les entrepreneurs de la crypto-économie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le milieu de la publicité, et notamment de la publicité digitale, il a deux caractéristiques. D'abord, il y a beaucoup d'argent, et on a une chaîne d'acteurs qui est très complexe. Donc forcément, ça renvoie à un impératif de contrôle. Je ne vais pas dire transparence, mais en tout cas de contrôle, et puis évidemment d'organisation un peu meilleure de tout ça. Aujourd'hui, le sujet de la confiance, il existe, il ne faut pas le nier. Alors après, ce sujet de la confiance qui pose la question du respect des engagements des différents supports, des différents intermédiaires, et puis derrière le fait de démontrer qu'il y a des résultats gradués, il y a plein de manières de le traiter.
Enfin, je veux dire, on peut le traiter indépendamment de la blockchain ou des technologies. En tout cas, c'est un vrai sujet à traiter. Après, que la blockchain soit un moyen de le traiter, oui. Attention quand même, c'est que aujourd'hui, la blockchain, je vais faire une toute petite digression. Combien d'entre vous ont une connexion Internet à la maison ? Cette question est vraiment d'une stupidité à toute épreuve. OK, 100% de la salle. Maintenant, en 98, j'aurais posé la même question, vous seriez que 4%. Et encore en 98, c'est l'année où Google est né. Hein. 98, c'est quand on se connectait à Internet, on utilisait un modem, voilà, qui faisait un bruit pas possible. Aujourd'hui, la maturité des technologies blockchain, c'est l'équivalent d'Internet dans les années 98. Donc, attention, ça va mûrir plus rapidement, parce qu'on voit bien que les technologies et leurs usages mûrissent plus rapidement. Mais en tout cas, on est sur une technologie fondamentale qui va quand même mettre des années avant d'arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir maintenant. Si, il faut partir maintenant. Mais en tout cas, on est au début du chemin. Donc, qu'est-ce que peut apporter la blockchain, qui est un registre, une base de données décentralisée ? Le fait qu'elle n'appartient à personne. Le fait que dans cet écosystème où finalement il y a plein d'acteurs, des annonceurs, des médias, des intermédiaires, des fournisseurs, il y a de la donnée, il y a du support, enfin il y a plein de choses, eh bien c'est très compliqué d'arriver à orchestrer tout ça avec vertu. Et si on veut le faire, la blockchain a un intérêt, c'est que c'est elle qui sert de tiers de confiance technologique. Donc ce n'est pas un acteur qui va s'arroger le droit de dire voilà, je suis tiers de confiance pour l'ensemble de l'industrie parce que je suis au-dessus des autres. C'est la technologie qui va l'assurer par construction. Et donc ça permet quand même, d'abolir les égos entre l'ensemble des individus, ce qui est... Il n'y en a pas. Mais donc s'il y en avait, en tout cas, ça permet de les abolir. Et surtout d'avoir un juge de paix que personne ne maîtrise. C'est une forme de GIE qu'on introduit dans la communauté. Donc c'est ça la grande vertu. Donc après, ça s'applique autant sur le RTB, évidemment. Ça peut s'appliquer autant sur le contrôle de la donnée personnelle. Ça peut s'appliquer aussi sur le paiement de l'inventaire publicitaire. Donc il y a plein de formes. Et c'est là que, au-delà d'optimiser les process et de traiter les problèmes quotidiens, il faudra aussi avoir une deuxième lecture de la blockchain à partir de sa philosophie pour voir ce qu'elle peut apporter en plus et comment elle peut apporter sa valeur de rupture. Mais ça, je pense que Philippe en parlera très bien. Ah bah alors, Philippe, si vous allez en parler très bien. Benjamin fait l'animateur. J'adore écouter Benjamin parce que allez-y, vous êtes ici chez vous. Je comprends tout quand il explique. Oui, vous allez en parler très très bien. Et j'espère qu'on comprendra tout. Mais est-ce que la blockchain, que je comprenne également, ça se met au-dessus des plateformes aujourd'hui, des DSP, des DMP, de tous ceux dans quoi ou à la place ou en dessous. Alors, ma question c'est au-dessus, à la place ou en dessous, peu importe, expliquez-nous, parce qu'aujourd'hui des sociétés comme la vôtre ont beaucoup investi, des éditeurs comme les nôtres ont beaucoup investi, les annonceurs aussi ont beaucoup pris ces investissements. Est-ce qu'il va falloir tout jeter à la poubelle ou est-ce que ça va être combiné ? Alors, pour répondre à votre question, et qui est quand même assez précise, non, je pense que blockchain est une technologie qui permet en fait effectivement, dans des chaînes de valeur qui sont très complexes, de pouvoir apporter une solution pour apporter ce niveau de confiance qu'il est nécessaire d'avoir dans ces chaînes de valeur complexes. Donc, de façon générale, la blockchain résout finalement son succès pour l'instant d'estime, mais demain son succès réel provient effectivement du fait que le sujet principal qu'elle essaye de disrupter ou sur lequel il y a une innovation, c'est celui de la confiance. C'est d'apporter, à chaque fois que nous avons un problème de confiance dans la société, apporter en fait une solution qui est une solution parce que la philosophie, tu as raison de le souligner, la philosophie de base de la blockchain qui est orthogonale avec tout ce que nous faisions jusqu'à maintenant en termes de technologie, c'est de pouvoir utiliser à la fois des technologies open source, à la fois des mécanismes de théorie des jeux qui ne nécessitent pas d'avoir une organisation centrale, mais plutôt d'avoir un grand nombre de participants qui vont ensemble établir un consensus. Et ces deux sujets combinés ensemble permettent effectivement de réfléchir différemment à la façon dont on peut résoudre des problèmes. Quel type de problème ? Des problèmes dans lesquels on a une défiance de la part
d'un groupe d'utilisateurs à l'intérieur d'une chaîne de valeur. Par exemple, un annonceur va pouvoir se dire « Je commence à penser que peut-être la totalité de mon investissement ne va pas tout à fait au publisher. » Donc 10% dans le worst case scénario, d'après ce que je comprends. Et cette défiance me crée un problème et j'aimerais mieux comprendre comment ça fonctionne. L'ensemble de ces sujets, click fraud par exemple, l'ensemble de ces sujets sont des sujets qui sont intraitables de façon centralisée. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet dans lequel on essaye, le défi, c'est finalement de s'attaquer à une organisation totalement décentralisée, si on prend le cas de ClickFraud par exemple, dans lequel on n'a pas un patron qui est le CEO de ClickFraud ou une entreprise dans laquelle on peut aller faire un procès et dire maintenant il faut arrêter ClickFraud, donc s'il vous plaît vous arrêtez. Ça on ne sait pas faire. Et la seule façon de le résoudre, donc les enjeux qui sont des défis de la décentralisation, c'est de les résoudre nous-mêmes par de la décentralisation. C'est qu'on ne va pas les résoudre par plus de centralité. Donc on va les résoudre par plus de décentralisation. Donc il y a tout un tas de services qui sont mis en œuvre, qui démarrent, parce qu'on peut parler aujourd'hui plutôt d'un démarrage, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un démarrage sur ces sujets, mais d'imaginer comment on pourrait signer la totalité des impressions que l'on a pour s'assurer qu'il y a bien quelqu'un qui l'ait vu et qu'elle soit payée à ce moment-là, etc., ce qui est relativement complexe. Et là, il y a tout un tas d'offres qui sont sorties récemment dans à peu près les 12 mois qui viennent de passer, que ce soit Dex, Adcoin, tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là, mais également le projet du New York Stock Exchange ou de NYIAX ou ce genre de choses donc, qui existent. Et puis plus fondamentalement, et là juste pour prendre un pas en arrière, si vous permettez, la notion en fait de consent, la notion en fait de droit, qui est très 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 peu abordée aujourd'hui parce que là encore, on est sur un sujet qui est très vaste, qui touche en fait à l'ensemble de l'utilisation et de nos propres cas d'expérience sur l'Internet, sur lequel il y a beaucoup de choses sur lesquelles blockchain travaille depuis un petit moment, en fait l'ensemble des entreprises qui travaillent sur la blockchain, dans lequel on est en train de réfléchir plus ou moins à comment finalement on recrée une boîte noire des informations que l'utilisateur dispose et dans lequel il pourra pas à pas donner les consents, le consentement sur le fait d'utiliser chacune de ces informations. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, que ce soit Factor, mais que ce soit aussi les Français Cosmian, que je cite ici parce qu'ils font un boulot remarquable. Et tous ces gens-là sont en train de travailler sur ces sujets. Et bien sûr, ça va prendre du temps. Mais pour ma part, j'ai la conviction que c'est le seul chemin possible. Sauf qu'avec la blockchain, on revient vraiment, enfin on le disait tout à l'heure, hein, mais aux fondamentaux du web. En gros, on passe d'un web ultra centralisé et très monopolistique avec les plateformes d'aujourd'hui à enfin un web décentralisé comme l'avait imaginé en fait à sa création Tim Berners-Lee. Donc comment est-ce que du coup on arrive, je vous sens pas tout à fait d'accord avec ça Benjamin Grange, mais vous allez nous dire pourquoi. J'aurais quand même ramené dans le débat Benjamin Emer sur cette scène. Pour vous, groupe de médias, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, il va falloir faire perdurer les deux modèles pendant quand même le temps que l'usage se développe. Mais ça veut dire du coup oublier les plateformes, s'affranchir d'elles, que ce soit en termes de distribution, de diffusion, mais aussi de monétisation avec la publicité. Je pense qu'il y a deux façons de regarder la problématique de la blockchain. Il y a ce que viennent de dire Philippe et Benjamin qui sont tout à fait justifiés d'un point de vue technologique. Mais je pense qu'il y a une réalité de redonner du pouvoir aux communautés, de redonner du pouvoir aux audiences. C'est un process démocratique, en fait. Nous, on réfléchit pour notre groupe, donc on est présent dans 26 pays, on a des audiences de plus de 20 millions de personnes qui sont des audiences de l'officiel, donc qui sont censées être des audiences relativement intéressées par le luxe, par la mode, par les domaines dans lesquels on travaille. Et en fait, on est assez... Enfin, moi, je suis assez scandalisé par le fait qu'elles ne soient pas rémunérées pour leur data, qu'elles ne soient pas rémunérées pour leur temps, qu'elles ne soient pas rémunérées pour leur goût. Or, tout ce que les annonceurs recherchent quand elles font une campagne de pub, quand on parle de data, c'est justement de savoir quel est le goût de ces personnes et qu'est-ce qu'elles veulent. Et donc, nous, on pense à la blockchain plutôt comme un système de rémunération de nos audiences et qui serait une rémunération assez poussée dans le sens où elle ne pourrait, avec ces rémunérations, que dépenser chez nos annonceurs. Donc nous, c'est ça le modèle qu'on est en train de mettre en place. On a appelé ça Taste Token. Donc si vous avez du goût, vous serez rémunéré. La blockchain va permettre cette décentralisation. Et dès qu'un annonceur dépense $1 chez nous, 10 centimes sont quelque part redonnés à la communauté par un process de conversion.
Donc ce qui nous intéresse, c'est de dire, aujourd'hui, juste envoyer des messages, espérer de la conversion, on a fait une étude. Alors vous regardez les chiffres, le plus haut convertisseur média de campagne de pub en e-commerce, c'est Rakuten, c'est 2,2%. Vous dépensez 100 000 $ chez Rakuten, il y aura 2200 $ qui ira sur le e-commerce de... Bon, Chanel ne fait pas du e-commerce, donc on ne va pas prendre Chanel, mais de Levi's, de n'importe quelle marque. Et ça, c'est un gros problème, parce que quelque part, on dépense de l'argent pour faire du brand building, mais on ne crée pas de conversion. Et pourquoi on ne crée pas de conversion? Parce qu'on ne donne pas de pouvoir d'achat à ces audiences. On a observé un autre problème, alors qui est plus interne au milieu de la mode, mais nos journalistes reçoivent des cadeaux des marques, et ils les revendent le lendemain sur eBay. Ça les regarde. Eh oui, mais c'est une perte de valeur énorme pour la marque On imagine qui bien. envoie un nouveau sac et qui est revendu le lendemain. On s'est dit, mais pourquoi on ne se mettrait pas à payer une partie des salaires de nos journalistes, une partie des salaires de nos sales en Taste Token qui devraient réinvestir chez les marques. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un cercle vertueux, décentralisé, où en fait l'argent qu'on dépense pour créer nos contenus est un argent qui est défini. On m'a dit une fois à une conférence sur le blockchain, on m'a dit cash is for losers. et je trouvais ça assez intéressant. Et je demandais à la personne, je dis mais pourquoi tu penses ça? Et il m'a dit ben en fait c'est pour les losers parce qu'on ne peut pas définir comment on va réutiliser cet argent qu'on vous a distribué. C'est-à-dire que je suis payé par Chanel pour faire une campagne, mais je prends un billet en Thaïlande pour aller à Phuket. Et Chanel n'a rien gagné, j'ai rien acheté chez Chanel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est redonner à l'industrie créative, à nos audiences, on veut leur redonner du pouvoir d'achat, mais un pouvoir d'achat qui est un pouvoir d'achat axé sur les marques et sur le luxe. La redistribution du pouvoir d'achat dans l'industrie du luxe, c'est assez intéressant en effet comme perspective. Jean-Luc Chétrit, concrètement, c'est un modèle qui peut vous intéresser, le fait de redonner du pouvoir finalement aux audiences et donc aux futurs consommateurs, parce qu'on le répète quand même, on est tout ça au cours de la même journée, utilisateurs, consommateurs d'infos. Donc finalement, recapter la valeur de cette façon-là, ça peut être une solution? En tout cas, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est d'essayer de redonner aux marques et aux éditeurs de recréer les conditions de la confiance avec leurs audiences. Parce qu'aujourd'hui, l'adblocking n'a pas été évoqué, mais c'est quand même... on allait le faire. Non, pas trop ce matin. Pas trop. Bon, là aussi, plus d'un tiers, jusqu'à 40 à 50% selon les âges, les pays et les populations. Donc cet adblocking, c'est bien le témoignage d'un manque de confiance et d'une relation qui s'est cassée et qu'il faut essayer de recréer. Donc la recréer en disant on va vous redonner de la valeur finalement, on vous redonne du sens à ce qu'est la publicité, à ce qu'est la marque et ce qu'elle peut faire avec vous, je trouve ça plutôt intéressant. Évidemment, ça fait partie d'un certain nombre d'initiatives qu'il faut prendre. Je pense qu'en effet, la blockchain, pour avoir vu quelques initiatives de ce point de vue, il y a une plateforme qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps. Tout ça est en effet très, très récent. Brave est l'exemple d'un navigateur qui a pour principe de protéger l'utilisateur protéger sa donnée privée, le protéger, et c'est ça quand même qui est un point d'interrogation pour nous, ne plus l'exposer à la publicité, puisque c'est un adblocker intégré, mais la contrepartie, et c'est là que ça devient intéressant, la contrepartie pour les éditeurs peut potentiellement être de financer cet usage et cette utilisation des sites et le fait de se connecter par la blockchain. Donc on est dans de nouveaux modèles pour les éditeurs, une nouvelle relation avec le public et pour nous marques, trouver dans un monde où on n'a plus envie vraiment de voir de la publicité, probablement réinventer les formats. Donc là, on ne va pas s'en parler ce matin parce que ce n'est pas le sujet de la technologie, c'est un sujet de contenu. C'est aussi un sujet. Mais finalement, dans ce que vous évoquez, c'est une nouvelle façon pour une marque d'être présente et de ne pas reproduire des modèles historiques de publicité qui peut-être sont en train de démontrer leur inefficacité. Vous parlez Benjamin. Vous parlez de... Il y en a deux. Oh, pardon. Non, pardon, non. Benjamin Hamel et après Benjamin Grange. Vous parlez de Brave, c'est très intéressant parce que Brave, c'est un ad-blocking, mais si vous choisissez de débloquer la publicité, vous recevez ce qu'on appelle un Basic Attention Token. Et le Basic Attention Token veut dire attention basique. C'est un peu triste quand même d'être rémunéré pour votre attention basique, ça a l'air assez bovin comme idée. Et je pense qu'il faut au contraire rémunérer l'attention sophistiquée. Donc le plus votre data est qualitative, le plus vous répondez à des questions, le plus vous... À ce moment-là, vous devez, ça a plus de valeur pour l'annonceur. Et ça, c'est aussi une question, c'est la qualité de la data. Parce que
aujourd'hui, la data sur 100 millions d'utilisateurs, elle est peut-être moins valorisable que sur 1 million d'utilisateurs très bien choisis. Et le blockchain parle de ça aussi. Il parle de dire, arrêtons d'avoir des audiences infinies. Du big data. Sin data. Ouais, juste pour reprendre la balle au bon, on va trouver deux natures d'expérimentation. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à un stade d'expérimentation de la blockchain dans l'univers de la tech. On va trouver des initiatives qui sont là pour régler les problèmes et les pain points qu'on a tous. On a parlé de la confiance, on a parlé de la fraude, on a parlé de plein de choses. C'est par exemple le projet ADEX qui dit voilà, moi j'enlève les SSP, les DSP, les plateformes automatisées, etc. Moi je remplace tout cet écosystème et je vous propose, parce que je mets de la blockchain, de savoir à tout instant où est-ce qu'on en est sur cette chaîne de valeur. Donc ça décomplexifie, ça simplifie. Ça, c'est une version d'utilisation de la blockchain, où finalement, on vient traiter les problèmes actuels. Et puis, il y en a d'autres, et Benjamin, tu l'as très bien illustré d'ailleurs, qui visent à reconfigurer l'industrie. Et donc, finalement, à se dire, ces technologies-là, parce que c'est des technologies de rupture, autorisent à faire au-delà. Et finalement, on va peut-être créer de la survaleur. C'est le projet Varanida, par exemple, le projet français, où finalement, il essaye de mettre une solution décentralisée et transparente qui permet à chacun de regagner de la valeur, parce qu'on se transmet finalement un token entre annonceurs, éditeurs, internautes, ou le projet Amino, qui vise à tracer toutes les étapes de cette chaîne de valeur, d'essayer de voir qui a la valeur, qui la capte, qui l'utilise, etc. Donc ces projets aujourd'hui, Benjamin, ils sont lancés par qui? Par des éditeurs, par des annonceurs? Alors, si on regarde aujourd'hui où sont les grands projets de la blockchain, c'est là que, entre guillemets, le message, c'est secouons-nous en France. C'est aujourd'hui principalement aux États-Unis. On va trouver IBM, on va trouver Appnexus, on va trouver le groupe Dow Jones. Donc le gros de la troupe, c'est américain. Et après, on va trouver un certain nombre d'acteurs de la tech qui font une logique de dire, au lieu on va faire une forme de leapfrog en essayant avec cette technologie-là d'aller sur la technologie avec deux coups d'avance. Et c'est là où c'est intéressant, sur ce deuxième thème où la blockchain peut apporter une valeur additionnelle, c'est que quand on parle de la blockchain dans le sens général, on dit souvent c'est l'Internet de la valeur. Parce qu'en fait, Internet était un monde de diffusion pour tous, de copie, de transmission. Et finalement, la blockchain a apporté quelque chose de particulier, c'est la rareté. On peut créer un objet numérique unique sur la blockchain. À partir du moment où on crée la rareté, on peut créer de la monnaie, Bitcoin, etc. Et puis on peut créer, chaque objet, on peut arriver à en faire quelque chose d'unique. Donc on peut le tracer, on peut le suivre, etc. Et ça ouvre un certain nombre d'opportunités dans l'univers de la publicité que certains essayent de travailler un peu différemment. Et quand tu dis, voilà, moi je fais, allez, on pourrait dire de manière triviale, il y a une partie de programme de feed, mais en même temps, ce n'est pas un programme de feed. J'ai des influenceurs, puis j'arrive à les monétiser. Je cherche en plus à traiter les écueils de l'industrie du luxe dans lequel, chaque fois qu'on met en main le produit, il est revendu le lendemain. Et c'est tout ça que j'arrive à traiter parce que je crée finalement un objet unique, un token qui va permettre d'être la pierre angulaire de l'ensemble de l'organisation de cette communauté. Philippe Rodriguez. Alors pour notre part, on conseille beaucoup d'entreprises sur le sujet justement de ces sujets de tokenisation. Et alors, je voulais faire deux remarques. La première, en fait, c'était concernant blockchain, le titre, blockchain / crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de blockchain sans crypto-monnaie, il n'y a pas de blockchain sans token. Donc je sais crypto-monnaie, ça fait un peu peur. Donc du coup, généralement, on ne le met pas dans les titres comme ça dans les conférences, parce que sinon, il n'y a personne qui vient. Mais dans la réalité, ça va ensemble. Et merci Benjamin de l'avoir souligné. Évidemment, le moteur ensuite du mode de fonctionnement, c'est effectivement d'avoir un jeton qui peut devenir éventuellement une crypto-monnaie ou pas. Mais ce jeton permet en fait de pouvoir marquer les échanges qu'il y a dans une communauté. Donc ça, c'est le premier point. C'est super important parce que il n'y a pas de mauvaise, de bonne crypto-monnaie ou la crypto. Ça va quand même ensemble. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire fonctionner une blockchain vraiment si en même temps on n'a pas ce jeton qui permet et qui permet aussi de sécuriser, dans lequel on a de la valeur, qui permet de s'assurer que cette blockchain fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le sujet, mais c'est un point qui est quand même important à souligner.
Deuxième aspect, c'est sur le type d'entreprises qui vont travailler sur ces sujets-là dans l'industrie. Donc dans l'industrie de la publicité, moi je les séparais plutôt en 3. Oui, sur la répartition géographique, je pense que tu as raison, il y a une forme un petit peu de retard français chronique, mais voilà, on y travaille. Le premier sujet, c'est dans les 3 types d'entreprises, c'est un certain nombre de grandes entreprises et un certain nombre d'acteurs qui sont déjà dans ces industries, qui utilisent la blockchain pour déployer des projets dont on a vu la valeur tout à l'heure concernant la confiance, ce genre de choses. Donc ça existe. On conseille beaucoup d'entreprises dans ce domaine et ça avance dans ce dans. Et tu en as beaucoup du CAC 40, hein, soit dit en passant. Oui, pratiquement, oui, bien sûr. Et le deuxième, ils n'aiment pas trop être cités, mais en réalité, il y en a. On peut citer Carrefour. Non, mais on peut citer Carrefour, voilà. Le deuxième sujet, ce sont des boîtes de taille intermédiaire qui vont utiliser la blockchain plutôt dans un esprit totalement innovant pour dire je reconsidère le marché différemment. Et moi, je mettrais plutôt Benjamin Emer plutôt dans ce cadre-là pour dire. Il est carrément. Pour cette deuxième catégorie qui vous est bien dans ce cadre-là ou pas? Peut-être qu'un jour on sera au CAC 40. Absolument, avant d'arriver au CAC 40. Et donc c'est la marche, la blockchain. Pour dire en fait, j'ai une entreprise qui a une capacité d'agilité et d'être suffisamment innovant pour reconsidérer en fait le marché différemment. Ça c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a des initiatives assez folles qui sortent de là et qui consistent à dire finalement moi la façon dont le marché est organisé me convient pas et je vais travailler différemment et plutôt considérer que finalement que j'ai des audiences, je vais dire que c'est des communautés. Troisième type d'entreprise, c'est des startups extrêmement innovantes qui prennent des sujets à zéro et dans lesquels ils disent ok, moi je vais m'attaquer à vie privée et je vais m'attaquer plutôt en fait à la donnée et à la privacité des données et comment elles fonctionnent. Et là je m'attaque à un sujet fondamental, généralement pas dans une industrie, généralement pour plusieurs industries, et en disant je m'attaque à ça, mais qui sont des sujets fondamentaux. Comment faire le web de demain, comment créer en fait le système de crédit de demain, comment etc. Donc là des gros sujets sociétaux et sur lesquels dans la publicité je rangerais plutôt là-dedans tous les gens qui travaillent sur les sujets d'identité. Et les sujets en fait de consent dans les DMP, genre de choses, là qui sont des sujets un peu structurants et valables pour tout le monde. Merci. Benjamin Emer, donc vous faites partie de ceux qui vont bientôt aller au CAC 40. L'idée, là on a vu la publicité digitale a été structurée autour de 2 groupes. On parle du duopole Facebook-Google. Est-ce que la blockchain renforcera leur position ou au contraire pourra faire éclater cette position? Je pense qu'en tout cas, elle pose des questions quant à la réalité des audiences de Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook, je ne vais pas vous apprendre le Cambridge Scandal, vous avez tout suivi. Il y a quand même 25% de personnes qui sont parties de Facebook en ayant l'impression d'être volées par Facebook. Donc c'est une vraie question, puisque Facebook vide ses utilisateurs et les utilisateurs ont l'impression que leurs data sont quelque part vendus aux marques pour le compte des actionnaires de Facebook. Donc moi je trouve que ça pose surtout une question de qui est propriétaire de quoi. Est-ce que c'est les communautés, est-ce que c'est les membres de Facebook qui sont propriétaires de Facebook, ou est-ce que ce sont les porteurs de parts sociales, enfin les actionnaires de Facebook qui sont propriétaires de Facebook? Et je pense que ce que va faire la blockchain, un peu à l'image de ce que le crowdfunding a été il y a quelques années, c'est qu'il va redonner le pouvoir des communautés, aux utilisateurs, aux audiences, à ceux qui comptent vraiment. Parce que qu'est-ce qui compte pour n'importe quel média? Et ça, c'est pas une question de Facebook, c'est aussi pour nous, pour des médias qui sont plus petits, avec des audiences plus petites. Finalement, pourquoi un annonceur vient nous voir? Il vient nous voir parce qu'on est censé toucher des gens. Et vous parlez de la sécurité, mais c'est aussi la réalité. Et en fait, on s'en occupe pas de ces gens-là. On s'en occupe pas, on est complètement... on leur envoie un message, on essaye de lire leurs data, mais on les considère très peu. Et moi, j'ai eu un choc il y a quelques mois. Je suis allé sur le site du New York Times, j'ai payé $3 pour regarder un article, et j'avais une publicité Gucci au-dessus. Et je me suis dit, j'essaye de me placer comme un utilisateur, mais je me suis dit, donc en fait, je paye pour regarder un contenu sur lequel quelqu'un paye, sur lequel le New York Times est en plus payé par un annonceur pour mettre de la publicité. Payer 2 fois, c'est bien pour la presse. C'est bien pour la presse, mais est-ce que c'est bien pour l'utilisateur qui est en train de donner sa data? Et je pense que les médias ont oublié leurs audiences.
Et donc le blockchain permet de dire, redonnons du pouvoir aux audiences. Philippe, on a eu une conversation il y a quelques mois, il m'a dit, j'arrivais pas à comprendre comment fonctionnait le blockchain. Je comprenais qu'on voulait faire une monnaie, mais je comprenais pas comment ça fonctionnait. Et il m'a dit, en fait, c'est un contrat mathématique. Et à partir du moment où tu comprends que le blockchain, c'est un contrat mathématique, que ça veut dire que la confiance, c'est dans l'algorithme, et c'est dans le code qui a été écrit, on peut tromper personne. Moi, quand je dis que 10 à 15% des investissements publicitaires vont être réinvestis dans mes audiences, c'est la machine qui va le faire. C'est pas quelqu'un manuellement qui va le faire chez nous. Et donc, je pense que la blockchain redonne de la confiance. Donc, est-ce que Facebook ou Google vont être affectés par ça? Bien évidemment, puisque tout le monde, une multitude de communautés, va vouloir reprendre le pouvoir. Sur Google et Facebook, qui sont, comme toute boîte grand géant américain, très centralisées. C'est-à-dire que la décision, elle part du siège social et ensuite elle irrigue l'ensemble des pays. Les filiales, parfois, d'ailleurs, dans les pays, ne sont que des structures commerciales qui n'ont pas la main sur, ou à peine la main sur le produit. C'est vrai que quand on a une organisation comme ça et que la philosophie, c'est la centralisation, quand on aborde le sujet blockchain, forcément, c'est un sujet qui percute complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont obligés d'y aller pour dire qu'ils y vont, parce qu'ils ne peuvent pas laisser la place à d'autres. Mais en même temps, ils sont très mal à l'aise, puisque la blockchain, et c'est vrai que ce que tu disais, Benjamin, est extrêmement juste, elle appartient aux utilisateurs, puisque c'est un juge de paix qui n'appartient à personne. Donc ça redonne de la valeur aux utilisateurs, ce qui n'est pas du tout le modèle ni de Facebook, ni de Google. Donc la vraie chance que l'on a à travers la blockchain, c'est que c'est probablement l'un des remparts technologiques que l'on a pour justement maîtriser ou tout au moins contenir l'assaut, en tout cas, de Google et Facebook. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, quand on crée justement ce qu'on appelle une token économie, donc qui est la façon dont finalement dans une organisation, ça peut être le cas du test par exemple, ça peut être le cas du BAT dont on parlait tout à l'heure, on se pose la question de comment on crée de la valeur et comment en fait ce token va prendre de la valeur. Et l'un des modes de fonctionnement que l'on a, c'est qu'on regarde en fait toutes les parties prenantes à l'intérieur de cette économie et on regarde en fait qui crée de la valeur et qui détruit de la valeur parce que par exemple il y a des mauvais agissements à l'intérieur de ces contrats en fait que l'on a créés entre nous. Et en fonction de ça, on va enrichir ceux qui apportent de la valeur et on va prendre des tokens à ceux qui détruisent de la valeur. Ça oblige à se poser la question de 1. Quelle est la valeur d'une communauté ? 2. Quels sont les mécanismes que l'on veut de création et de voilà, qu'est-ce que l'on veut vraiment faire dans cette communauté ? Qui joue le jeu et qui joue pas. Et puis ça force, je pense que ça force chaque acteur à devenir vertueux. Et ça, c'est très important. Nous, dans le système qu'on a créé entre nous, plus les annonceurs annoncent chez nous, plus la communauté peut convertir ces tokens. Vous voyez, peut dépenser chez eux. Ouais, et quelque part, c'est quel vertueux. est le seul intérêt de la publicité aujourd'hui ? Officiellement, c'est de faire deux choses, c'est de faire du brand building et de dépenser. Et de la vente. Faire savoir et aussi convertir et de la vente. Et aujourd'hui, dans les modèles qu'on a, on dépense des fortunes sur Facebook, des fortunes sur Instagram, et ça ne convertit pas. Donc, vous avez le directeur des médias chez Chanel ou n'importe... Pardon, je parle de Chanel, vous avez parlé de Chanel tout à l'heure, mais je devrais parler d'autres marques. Il se fait engueuler tous les 15 jours par son directeur e-commerce qui lui dit « Ah, mais vous convertissez pas, vous dépensez des fortunes et vous convertissez pas. » Alors il dit « Ah bah je fais du brand building, je touche des communautés pour l'avenir. » C'est très important, bien sûr, le contenu, la qualité, c'est très important. Mais il y a un moment où il faut se mettre en face des choses et la meilleure façon de savoir si ça convertit, c'est les mathématiques. C'est pas des discussions de comptoir. D'où une grande question finalement qui se pose pour l'ensemble de la façon même dont on est en train de construire la future monétisation de ce nouveau web décentralisé. Est-ce qu'on est en train de passer d'une data-driven economy à une token-driven economy ? Très clairement. Moi, je pense que effectivement, le token va être une représentation d'un sous-jacent. C'est en général le cas, hein. Mais dans un des cas, effectivement, le sous-jacent sera de la data. D'accord. Alors, ce n'est pas le seul cas, mais dans un des cas, ce sera ça. Mais une autre data, peut-être. Est-ce que chaque fois qu'il y a blockchain, on donne de la valeur à quelque chose puisqu'on le rend rare ? Donc si on veut monétiser la data, l'un des moyens, c'est de la rendre rare. Et la blockchain y aide. Jean-Luc, chez TRIT, on a vu donc la possible répercussion sur les acteurs, la possible répercussion sur les annonceurs. Est-ce que, du coup, si vous voyez exactement où est-ce que vous dépensez, s'il y a de la confiance, est-ce que vous allez augmenter vos budgets en disant voilà, ça sera encore plus efficient, ou est-ce que vous dites
Je vais éviter de spoiler les 60 à 90% de ce que je dépensais, et donc je vais réduire mes budgets. Question simple. Bon, alors, moi je vais reprendre ce que disait Benjamin tout à l'heure. Finalement, il y avait ces deux objectifs grâce à la blockchain, qui est de remettre de l'ordre dans une maison qui est assez désordonnée, qui est l'univers de la publicité digitale. Donc de savoir déjà quand j'investis 100, si c'est 100 et où va ce 100. Donc s'il s'agit d'optimiser ces 100 € pour s'assurer qu'ils aillent déjà vers le consommateur finalement et permettre à la marque d'être réellement présente là où elle avait prévu de l'être, dans le bon contexte pour créer l'engagement auprès d'une personne et pas d'un robot, et une personne qui est plutôt sur cible, plutôt que quelqu'un qui serait hors de sa cible, c'est quand même ça l'objectif. Ça, c'est un des moyens que va permettre la blockchain. Donc, est-ce que c'est plus d'argent? C'est déjà avec 100, pouvoir réellement déjà délivrer la performance que je suis censé délivrer. Et puis, il y a ce nouveau monde qui nous intéresse énormément, qui est celui de recréer les conditions de la confiance avec le public autour de la publicité des marques et des éditeurs, et d'essayer de redonner de la valeur à cette relation d'une façon peut-être différente, en valorisant ce que tu évoquais, le fait que ça valorise finalement un moment, un engagement, un contenu, une relation, et aller au-delà de l'impression publicitaire au sens traditionnel du terme. Voilà, donc moi je pense que ce sont les deux sujets. On est tôt dans le process. On a évoqué le sujet de maturité. Aujourd'hui, il y a quelques initiatives. Unilever en a pris une, avec d'ailleurs son agence, avec GroupM et IBM, pour essayer de regarder la première partie de l'équation. La deuxième partie, je suis très content de voir que les maisons de luxe sont en train de se lancer aussi dans cette réflexion. Je crois que nous, à l'UDA, d'ailleurs, on a vocation à accompagner ce type de démarche, parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui sont perdus. C'est assez... je veux dire, moi, je vous ai suivi, écoutez, c'est quand même complexe. Vous allez faire de la pédagogie auprès de vos membres, c'est ça? Donc vous allez faire venir, messieurs. Mais on le fait déjà, on a déjà fait venir un certain nombre. Non, pas encore. Mais vous Ah. êtes le bienvenu. Eh ben, c'est bon, ça y est. Cette année, je crois qu'on a eu 3 sessions sur la blockchain. C'est pour vous dire que quand même ça monte en termes d'intérêt. Mais il y a de la frilosité, il y a le cadre juridique, il y a la technologie, parce qu'elle n'est pas encore totalement au point. C'est-à-dire que l'achat programmatique, je suis en train de dire, ça serait formidable, ça contrôlera très bien la chaîne de valeur, sauf que l'achat programmatique, c'est en millisecondes, et qu'une blockchain, ça ne tourne pas en millisecondes. De ce que je comprends, c'est un peu plus lent. Un peu plus lent. Donc la technologie va évoluer, la maturité va monter, et je pense que les annonceurs doivent être là maintenant et pas attendre que ça. Il y a des ça arrive dispositions dans la loi Pacte, il me semble, non, pour la confiance dans Oui, il y a eu plusieurs dispositions qui ont été prises. Auxquelles on a beaucoup d'ailleurs participé. Oui, on a beaucoup contribué depuis quelques mois. Et oui, qui vont plutôt dans le bon sens, en fait, on va dire au moins pour l'adoption par les entreprises en France du sujet crypto. Évidemment, à la fois Benjamin et puis les associations qu'on représente, on pense qu'on pourrait faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais en tous les cas, ça va plutôt dans le bon sens pour qu'en tous les cas en France, il y ait au moins une acceptation juridique de ce que peut être une crypto-monnaie, de ce que peut être une ICO. C'est un moyen ici, en fait, pour se poser une question assez fondamentale sur l'innovation. C'est que, grosso modo, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, assez fondamental, c'est que la blockchain a un pouvoir de disruption qui est beaucoup plus fort que ce que l'on peut croire. Et que sa capacité de disruption, c'est d'avoir la capacité de créer des organisations maintenant digitales qui dépassent simplement l'entreprise ou qui dépassent simplement une entreprise avec la relation avec son audience ou avec ses clients, mais bien une organisation digitale qui est faite pour animer une communauté, pour animer un groupe de communautés. Et ça, c'est un changement qui est fondamental parce que ça nous amène à une autre innovation, c'est que, 1, ça rend assez ringard le digital, 2, ça rend assez ringard les startups. C'est-à-dire la vision de la startup qui consiste à dire j'ai 60% du capital d'une entreprise, 40% qui sont détenus par des venture capitalistes, et je vais créer une entreprise dans laquelle je vais bientôt être milliardaire parce que les 60% vont valoir énormément, parce que j'ai de l'IP et que je contrôle un marché, ça n'existe pas dans cet environnement-là. Ça sent vécu, Non, mais probablement que ça va continuer. On a vu des start-upers faire des ICO avec cette idée-là. Non, mais probablement que ça va continuer, mais pas forcément dans ce système-là. Et pour ce qui est des ICO, logiquement, l'équipe de management
ne dispose pas de 60% des tokens d'une ICO. Et donc, et le troisième truc que ça va disrupter, et la troisième chose qui à plus long terme ça va disrupter, c'est probablement ce qu'est une entreprise. Puisque selon la théorie en fait de l'agence, une entreprise c'est un ensemble de contrats, point. Voilà, un contrat avec ses clients, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, sa banque, etc. Si on considère en fait que la blockchain, c'est cette capacité à pouvoir écrire des contrats qui sont des contrats qui ne sont pas gérés par une organisation centrale, on peut imaginer qu'à demain, en fait, il n'y a pas de sens d'avoir une entreprise. C'est-à-dire que pour pouvoir participer à la création de valeur, eh bien, j'ai plutôt intérêt, si je suis un influenceur, à participer dans le programme test, par exemple, de Benjamin, et de pouvoir participer dedans pour pouvoir être rémunéré directement, plutôt que participer dans une entreprise qui elle-même va être payée, qui va avoir un contrat avec une autre entreprise, une agence de publicité, qui elle-même va avoir un contrat avec et qui va finalement arriver dans un éditeur qui va le payer. Donc il vaut mieux peut-être que je le fasse directement, et que cette façon en fait d'utiliser cette token économie pour pouvoir avancer, eh bien, oui, il y a un pouvoir de disruption fort. Bon, je t'écris peut-être un avenir qui est un petit peu lointain et sur lequel il nous reste encore un chemin à parcourir. Mais en tous les cas, c'est important de voir l'endroit où on pourrait aller. Et en tous les cas, c'est sûr. Et la fin de ce panel, lui, n'est pas si loin. Dernier mot avec Benjamin et Benjamin. Sur la loi Pacte, pour terminer, si on a beaucoup poussé, si les associations ont beaucoup poussé, c'est simplement parce que, comme le disait Philippe, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, dont on parle énormément, est une technologie d'optimisation. Ça permet de faire plus ou mieux de quelque chose qui existe déjà. Avec la blockchain, on est sur de la rupture. Et il est probable aujourd'hui, pour reprendre mon analogie d'Internet tout à l'heure, que le nouveau Google existe peut-être déjà. On le saura dans 15 ans, mais il existe peut-être déjà le Google de la blockchain. Donc ça veut dire qu'il est urgent aujourd'hui de s'y mettre sur ces technologies-là. Et sur la loi Pacte, on a en France des ingénieurs, on a une recherche fondamentale qui est extrêmement forte, qui n'a rien à envier à tout ce qui se passe à l'international. Et il est quand même dommage que la France ne mette pas ça en valeur et n'ait pas en fait toutes les conditions pour faire que la crypto-économie, qui était un peu un sujet underground dont on parlait dans quelques dîners parisiens autour du Bitcoin, mais en se faisant peur, eh ben, devienne un vrai sujet dont on peut parler dans les manifestations comme celle-là et qui puisse ensuite donner lieu à des expérimentations propres. Je rappelle que la Commission européenne a d'ailleurs un observatoire lié aux technologies et à la multitude d'applications blockchain sur laquelle vous travaillez, messieurs d'ailleurs. Benjamin. Moi, je voudrais juste terminer par le fait que ça a été... il y a des gens qui se convertissent à certaines choses, à certaines religions. Et moi, ça a été un process de conversion. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris, je me suis dit, mais tous les autres sont stupides. Et je me suis dit, c'est pas possible de penser comme ça. Tout ce que j'ai pensé avant devenait stupide. Et pourquoi en fait, parce que j'avais une vision tellement négative du Bitcoin, justement, une vision tellement négative des fluctuations de marché, de ces fausses monnaies, du mot crypto-monnaie, que j'avais pas compris que le blockchain, c'était une forme de nouvelle écologie digitale. C'est-à-dire que les gens qui rejoignent le blockchain, ils disent on arrête les arnaques, on arrête justement ce dont vous parliez tout à l'heure, on arrête les choses négatives qui font perdre de la valeur et aux marques, et aux utilisateurs, et aux médias, et à toutes ces communautés, pour ce qui me concerne. Et donc, quand je vois nos clients, je leur dis, mais si vous ne rejoignez pas notre programme, ça veut dire que vous n'êtes pas vertueux. Et si vous n'êtes pas vertueux, ça veut dire qu'on ne doit pas travailler ensemble, et donc que je préfère ne plus travailler avec vous. Alors, s'ils veulent quand même travailler avec nous hors blockchain, on leur propose quand même. Bien, vous allez commencer par perdre des clients pour en gagner plus. Gagner d'autres, mais espérons. La blockchain comme nouvelle religion de la publicité digitale et des créateurs de contenu. Merci infiniment, messieurs. Merci à vous. Merci. Je vous propose de regagner la salle.